C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'on se voit sur le grand circuit. C'est ça. J'espère pas la dernière fois. Et donc là, tu as un sujet effectivement sur la partie prélèvement d'air. En plus, tu étais la référente chez Eurofins sur ce sujet-là, mais tu vas le détailler. Il y a un petit quiz aussi qui est prévu. Oui, tout à fait. Je suis à côté de toi donc pour cette partie-là, et puis je reviendrai pour les questions-réponses. Voilà. D'accord. Merci. Oui, alors donc je vais vous présenter les enjeux des prélèvements d'air. Avant ça, je vais faire une rapide présentation de la société Eurofins. Donc Eurofins, c'est une société française qui a maintenant plus de 35 ans d'existence. C'est un groupe international qui comprend plus de 60 000 collaborateurs. Il est implanté donc dans 59 pays et présente un large panel analytique. Au niveau de la branche environnement, si vous souhaitez une analyse, donc l'organisation est telle qu'un client est rattaché à un laboratoire de proximité, donc auquel il va faire toutes ces demandes d'analyse, et c'est le laboratoire qui va soit gérer des analyses donc en interne, en local, ou les sous-traiter sur le réseau Eurofins. Alors, les différentes analyses proposées donc, sont multiples. Ça va donc, des sites et sols pollués à toutes les analyses d'eau, tout ce qui est prélèvement, tout ce qui est air à l'émission et rejet de cheminée, et tout ce qui est donc ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, les polluants du bâtiment, c'est-à-dire ce qui est analyse pour le bâtiment. Si on fait donc un focus sur les analyses pour le bâtiment, donc là, vous avez un certain nombre d'essais qui sont réalisés chez Eurofins, avec une majorité, bien sûr, d'essais concernant l'amiante. Donc, l'amiante dans différentes matrices, donc bien sûr dans les matériaux et produits du bâtiment, mais aussi dans les matériaux bruts, les enrobés, avec une analyse concomitante qui est l'analyse sur les HAP, l'amiante dans l'air, mais aussi l'amiante dans tout ce qui est échantillons qui viennent de sites nucléaires. Eurofins Analyse pour le bâtiment, donc c'est 9 laboratoires en France, c'est 700 collaborateurs et c'est une centaine de microscopes. On a aussi une équipe technique donc, de 15 personnes dont je fais partie. Alors, Eurofins a depuis quelques années aussi le souci de son impact environnemental et donc a pour objectif la neutralité carbone en 2025. Pour ça, il y a différentes actions qui sont déployées sur les sites. Les plus importantes sont la réduction des consommables en plastique ou la filtration des eaux de rejet sur chacun des laboratoires. Pour ce qui est des 9 laboratoires amiante en France, au niveau QHSE, tous ces laboratoires sont certifiés ISO 14001, donc selon le référentiel du management environnemental. Ils sont certifiés aussi 45001 pour la protection de la santé et de la sécurité des opérateurs sur leur poste de travail. J'en arrive donc au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donc les mesures d'empoussièrement. Donc, les différentes étapes du prélèvement d'air, on a d'abord la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et les analyses en laboratoire. Pour ce qui est de la stratégie d'échantillonnage et le prélèvement, c'est un seul organisme accrédité, c'est indissociable. Donc, ça constitue l'entrepreneur principal. C'est lui qui est responsable de la mesure et il peut donc sous-traiter uniquement la partie analyse à un autre laboratoire accrédité qui, lui, va donc restituer un rapport d'analyse que l'entrepreneur principal intégrera dans ses rapports de prélèvement et dans son rapport final pour son client. Donc, tous les organismes, bien entendu, sont accrédités par le COFRAC. En ce qui concerne la stratégie d'échantillonnage, le guide qui est actuellement utilisé, donc le GAIX 46033, a fait l'objet de travaux et qui sont maintenant terminés. Donc, on va avoir une nouvelle mouture de ce référentiel qui va devenir un fascicule documentaire et non plus un guide. Donc là, j'ai repris quatre évolutions significatives de ce guide.
Donc, le premier, c'est il y a une redéfinition des espaces. On définit ce que c'est qu'un local intérieur, un local ouvert ou semi-ouvert. Il y a une réécriture des objectifs de mesurage. Donc, la liste est largement complétée par rapport à celle qu'on connaît actuellement. Elle est très exhaustive. Et petite info, donc il y a la suppression de la lettre. Il y a beaucoup d'organismes qui ont l'habitude de parler en termes de mesures U, V, W, etc. Ces lettres-là ne n'ont pas été reprises, donc il faudra, on a la totalité de l'intitulé des mesures. Hein. Ce sera la mesure de restitution, mesure environnementale chantier, etc. La troisième évolution qu'on peut marquer, c'est la démarche pour l'élaboration de la stratégie. Donc là encore, il y a la liste exhaustive de tous les éléments nécessaires à l'élaboration de la stratégie qui figureront dans ce nouveau guide. Et enfin, la méthodologie pour les prélèvements en extérieur. Il y a pas mal d'exemples qui sont décrits pour illustrer différentes configurations de chantiers en extérieur. Concernant cette évolution du référentiel, la diffusion serait prévue pour fin d'année, courant octobre 2022, d'après les dernières informations que j'ai pu avoir. Concernant les exigences de l'échantillonnage, donc la principale, c'est que les mesures doivent être représentatives. Il n'y a pas, pour avoir une bonne mesure, il faut que l'échantillonnage soit représentatif. Donc, par exemple, pour un processus, l'important, c'est de prélever pendant la durée de mise en œuvre du processus durant la vacation. C'est-à-dire que si la durée de mise en œuvre du processus est inférieure à la durée de vacation, s'il ne dure que 2 heures, par exemple, eh ben, on ne prélève que pendant les 2 heures où il y a effectivement activité. D'autre part, si des tâches indissociables sont réalisées en simultané du processus, elles sont intégrées de fait dans la mesure. Donc, du coup, elles sont décrites et le résultat de la mesure les prend en compte. Autre situation, pour les mesures environnementales, donc en périphérie de la zone de travail, il est important aussi de prélever pendant les phases d'activité en zone et ne pas diluer les mesures par des périodes d'inactivité. Donc, même principe. Hein. Usuellement, des mesures environnementales, c'est 4 heures de prélèvement. Mais si l'activité en zone, c'est que 2 heures, et ben, du coup, on ne prélève que pendant 2 heures. Alors, on en arrive au petit quiz. Question. Donc, ce petit quiz s'inscrit dans un contexte de prélèvement en zone. Donc, lors d'un processus, l'évaluation d'un processus, comment dois-je déterminer ma durée de prélèvement? Avec 4 réponses proposées. A, en accord avec l'objectif de mesure. B, selon les normes métiers. C, selon l'empoussièrement du chantier. Et enfin D, 90 minutes par défaut. Voilà, donc 4 réponses possibles. Merci Régine. On va vous laisser voter, cher public. Allez, on vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin, on a les résultats qui arrivent. Tu me dis, hein, c'est bon pour toi? Allez, on affiche les résultats. Vous êtes nombreux à voter. Alors, la réponse majoritaire, c'est en accord avec l'objectif de mesure. Est-ce que c'est ça, Régine? Alors, il y avait 3 réponses à sélectionner, puisque pour déterminer ma durée de prélèvement dans le cadre de l'évaluation d'un processus, ça dépend déjà on se met en accord avec l'objectif de mesure, donc la SA de 1 fibre par litre. On va essayer d'avoir le volume suffisant pour atteindre cette SA de 1 fibre par litre. On tient compte aussi des normes métiers, bien sûr, des référentiels, notamment la norme NFX 43-269. Et cette norme nous indique qu'on doit également tenir compte de l'empoussièrement du chantier pour fixer notre durée de prélèvement. Donc voilà, c'était les 3 réponses à sélectionner. Je continue sur le prélèvement et les exigences du prélèvement. Donc là encore, deux exigences fortes. Donc les volumes prélevés doivent être suffisants pour atteindre les objectifs de SA. Hein. Donc le SA, c'est la sensibilité analytique.
Donc, selon les types de mesures, on a 3 types de mesures, les méta à point fixe, les méta environnementales et les méta sur opérateur. Et en face, on a des objectifs fixés par la réglementation. Donc, les méta à point fixe, donc des prélèvements de 24 heures, on doit obtenir une SA de 0,3 FIP par litre. Donc, ça représente des volumes de prélèvement autour de 10 000 litres. Les mesures environnementales, il faut s'assurer que la borne supérieure de la mesure est inférieure au seuil de la santé publique, pour que pas que les opérateurs soient exposés. Puisque là, sur les mesures environnementales, il n'y a pas de protection respiratoire. Et donc, les volumes attendus sont de l'ordre de 1700 litres. En ce qui concerne les méta sur opérateurs, donc là, on est en zone de travail. L'arrêté du 30 mai 2018 nous demande d'avoir une SA de 1 FIP par litre. Et la norme 43269 nous impose de prélever pendant un temps minimal de 222 minutes, donc récupérer un volume minimal de 666 litres. Donc ça, c'est ce que les textes et référentiels nous demandent. Si on déroge à ça, on peut, mais il faut le justifier. D'autre part, le deuxième point pour le prélèvement, c'est qu'il faut qu'on obtienne des filtres qui doivent être exploitables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre exploitable? On en arrive du coup à l'analyse au laboratoire. Le laboratoire, en effet, a une contrainte qui est, à partir des filtres qui lui sont transmis, de pouvoir analyser au microscope et donc de pouvoir fournir des grilles qui soient analysables, c'est-à-dire que le taux d'obscurcissement soit inférieur à 10%. Ça, c'est la norme 43050 qui l'impose. Donc, vous avez des photos d'ouverture de grilles. Alors, le laboratoire a plusieurs leviers pour arriver à avoir ces grilles analysables. Dans un premier temps, le process de préparation impose un traitement des échantillons au four à plasma, donc pour éliminer tout ce qui est matière organique. Donc là, on va déjà éliminer le support de prélèvement qui est le filtre en ester de cellulose, mais aussi des poussières qui seraient thermosensibles. Le deuxième point, c'est qu'on peut aussi ajouter de l'acide chlorhydrique dans les préparations. Donc, on peut encore éliminer certaines poussières qui seraient sensibles à l'acide. Et ensuite, le laboratoire, selon l'empoussièrement, il va adapter sa préparation. Donc, on prépare une fraction du filtre qui nous est transmis. Donc, en général, on part d'une fraction 1/2 et on peut aller jusqu'aux fractions 1 quart ou 1/8. Au plus le filtre est empoussiéré, en plus, on va préparer une faible fraction de filtre. Si toutefois, en préparant 1/8 du filtre, on a encore un obscurcissement qui est trop important pour être analysé au microscope, à ce moment-là, on a un dernier levier qui est la surface de filtration. On va prendre une surface de filtration plus importante afin d'étaler les poussières et de pouvoir lire au microscope. Une fois donc que le laboratoire a obtenu des grilles analysables, le deuxième objectif, c'est de respecter l'objectif réglementaire et notamment d'atteindre les SA qui sont demandés. Pour ce qui est des méta à point fixe et des méta environnementales, les laboratoires de ce fait doivent lire environ en moyenne de 10 à 20 ouvertures. Pour ce qui est des méta sur opérateur, c'est beaucoup plus important puisque les laboratoires seront amenés à lire en moyenne 100 à 130 ouvertures. Donc, ça demande beaucoup plus de temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième critère d'arrêt de comptage lors des analyses, c'est si on observe 100 fibres. Si en commençant l'analyse, on arrive à 100 fibres, on peut stopper, s'arrêter, rendre le résultat. On n'aura pas la SA demandée par la réglementation, mais ça reste tout de même réglementaire, puisqu'on a les 100 fibres. Alors, l'autre enjeu des mesures d'air, mis à part le côté technique, c'est les délais. Puisque selon les contextes de mesure, les délais peuvent être significativement importants pour l'entreprise de désamiantage. Donc, je vous ai cité trois types de mesures. La mesure initiale, donc, qui permet de connaître l'empoussièrement amiante avant les travaux. Cette mesure peut être planifiée 1 mois avant les débuts des travaux, donc on n'a pas
spécialement de caractère d'urgence pour le laboratoire. Par rapport à une mesure qui serait réalisée en fin de chantier, donc la mesure dite de première restitution ou libératoire, qui, elle, définit si la zone est propre et permet à l'entreprise de déconfiner la zone. Donc là, il y a vraiment un caractère d'urgence et l'entreprise attend vraiment son résultat pour libérer la zone. Au milieu de ça, on a des mesures sur opérateur, donc lors d'un chantier de test. Le résultat de la mesure permet de connaître l'équipement à utiliser pour le processus évalué. Donc, le tout pour l'entreprise, c'est de savoir quel est le résultat de la mesure avant de répéter le processus. Donc ça, du coup, le délai va dépendre un petit peu de quand est-ce qu'est prévue la répétition du processus. Si c'est deux jours après, ce sera urgent. Si c'est la semaine d'après ou le mois d'après, c'est beaucoup moins urgent. Donc, en conclusion, les éléments nécessaires pour un mesurage de qualité, donc c'est d'abord l'échantillonnage sur le terrain, avoir des prélèvements qui soient représentatifs, on prélève bien pendant la durée d'activité, et d'autre part, avoir des filtres qui puissent être exploitables ensuite au laboratoire, donc pas trop chargés en poussière. Le laboratoire, quant à lui, va essayer de trouver le compromis entre la fraction préparée et la surface de filtration pour optimiser le nombre d'ouvertures à lire. Bon, l'idéal, c'est toujours d'avoir des grilles qui présentent un obscurcissement de l'ordre de 10%, puisque c'est là où c'est le plus pertinent, où on peut analyser la grille tout en réduisant au maximum le nombre d'ouvertures à lire. Puisque le nombre d'ouvertures à lire, c'est le temps passé derrière le microscope à faire l'observation. Une dernière slide concernant l'amiante naturellement présent et la réglementation. Donc, l'amiante naturellement présent a été pris en compte dernièrement donc, dans l'arrêté du 1er octobre 2019 pour les matériaux. Cela a été suivi l'été passé par une nouvelle version de la norme 43050, donc dans laquelle il y a toute une annexe consacrée à l'amiante naturellement présent, comment l'identifier et comment aller la chercher. On attend dorénavant donc une évolution de la réglementation amiante dans l'air vis-à-vis donc du coup de cette problématique d'amiante naturellement présent et pour la prise en compte de la NFX 43050 de 2021. Ce nouvel arrêté, donc initialement, il était prévu début d'année. Il a eu pas mal de retard. Donc, on l'espère pour cette fin d'année. Alors, peut-être en même temps que la diffusion du nouveau GAX. Voilà ce que j'avais à vous présenter concernant les mesures d'empoussièrement. Voilà, il y a une petite diapo de fin peut-être. Oui. Voilà, c'est allé trop loin, avec tes coordonnées. Voilà, merci Régine, on peut applaudir Régine. Merci pour cette présentation. On voit qu'il y a beaucoup de règles quand même. Alors, j'imagine le public va nous demander les diapos. Alors, on fait un petit deal, Régine, avec le public. C'est qu'à la fin de la conférence, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Vous répondez aux questionnaires de satisfaction et vous recevrez automatiquement les diapositives, à la fois les tiennes, mais aussi celles de tous les autres intervenants. Alors, la question que je voulais poser, oui, on voit qu'il y a beaucoup de règles qui sont fixées dans tout ce qui est prélèvement d'air. J'imagine qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu avec à la fois les opérateurs de repérage, les entreprises, les gens qui font les prélèvements d'air. Oui, après, alors c'est essentiellement l'entreprise doit fournir son plan de retrait avec à l'organisme de stratégie d'échantillonnage. Donc après, encore une fois, c'est très normé, hein, puisque le GAX, donc dans sa révision, va fixer détailler encore plus les éléments à prendre en compte. Donc, il peut y avoir des discussions, mais c'est quand même très, très réglementé, très normé. Est-ce que ça arrive souvent, finalement, qu'il faille refaire des prélèvements parce que, du coup, on n'arrive pas en laboratoire à atteindre les résultats? Alors, c'est possible. Alors, des fois, on enlève l'accréditation et on donne un résultat à titre informatif.
Mais c'est vrai qu'il faut faire un effort pour essayer de vraiment d'adapter la durée de prélèvement. Ce n'est pas forcément facile, hein. Ça peut être compliqué, mais nous, on a cette contrainte vraiment des 10% d'obscurcissement sur les grilles qui peut faire qu'on rentre des résultats, pas de résultats, en fait, non analysables. Et à ce moment-là, effectivement, soit s'il y a possibilité de reprélever, on peut reprélever, mais sinon, il n'y a pas de résultat. Oui. Et souvent, c'est expliqué quand on arrive au-delà de ces 10%, c'est expliqué par quoi? C'est pour se donner la capacité de trouver l'amiante sur les grilles, quoi. Oui. Donc, s'il n'y a plus trop d'obscurcissement, on risque de passer à côté de fibres. Oui. Et pour diminuer cet obscurcissement par d'autres matériaux que de l'amiante, alors comment il faut faire pour les entreprises? Finalement, il faut qu'ils soient dans des environnements moins pollués, qu'il y ait moins de poussière. Qu'ils aient des techniques de retrait qui soient moins émissives, qui fassent de l'aspiration le plus possible, de l'humidification. C'est tous les MPC qui sont autour du retrait de l'amiante, du traitement de l'amiante. Voilà. OK, merci beaucoup Régine pour cette présentation, cette première fois. On peut applaudir Régine.